Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 10h. Thomas Hill avec votre invité Isabelle Iturburu et la question média du jour. Et le décompte qui est parti, Jacques. 4, 3, 2, 1 et Boden Barrett, le numéro 15, l'arrière de la Nouvelle-Zélande, peut lancer cette Coupe du Monde. Le match est parti. Bon match à tous, bonne Coupe du Monde. Eh oui, carton plein vendredi dernier pour le premier match de la Coupe du Monde de rugby que disputait la France contre les All Blacks. 15,4 millions de téléspectateurs. Mais alors parmi eux, combien qui connaissaient toutes les règles du rugby? On le sait, ces règles elles sont assez complexes. Alors comment les médias s'y prennent pour rendre le rugby accessible au grand public? C'est notre question média. Aujourd'hui, on va en parler avec François Trio. Bonjour François. Bonjour Thomas. Qui a commenté justement ce match de rugby pour TF1 vendredi. Isabelle Iturburu est restée avec nous, bien sûr. Et Axel May nous rejoint. Bonjour. Il s'assoit à l'instant. C'est le timing. Très fort. Et pourtant, il n'était pas très loin puisqu'il fait partie de la maison Europe 1. Il commente les matchs pour Europe 1. Bienvenue. Alors 15 millions 4, je le disais. Là, vous savez que vous vous adressez pas uniquement aux fans de rugby. J'imagine que vous devez être dans une espèce de contradiction en tant que commentateur, être partagé entre la volonté de pas décevoir les fans et en même temps de rendre ce sport compréhensible pour tous. Comment est-ce que vous faites, François Trio? Je fais le grand écart et comme je suis pas très souple, j'essaye de faire comme je peux. Et donc voilà, le grand écart entre effectivement les initiés qui sont souvent très exigeants, ce sont des aficionados qui connaissent parfois les règles mieux que moi, et puis ceux qui découvrent. Donc ceux-là, il faut essayer de leur expliquer les grandes lignes du jeu, mais il faut pas être non plus entre guillemets saoulant pour ceux qui connaissent. Voilà, donc il faut faire de la pédagogie, mais pas trop. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé et c'est ce que j'essaye de faire au mieux, même si je sais que je ne pourrais pas satisfaire tout le monde. Comment ça se passe? Il y a un brief avec les équipes de TF1, ils vous font travailler ça? Alors moi c'est le 4e événement que je fais avec eux, donc on a déjà des petites habitudes, on est comme un petit vieux couple, mais bon oui, on est à peu près d'accord sur tout ça, donc j'ai aussi 2 consultants avec moi, et notamment Benjamin Kaiser qui est à mes côtés, qui est très synthétique, très pédagogue, très didactique, donc qui je pense éclaire énormément le téléspectateur. Mais après, vous savez, moi, quand je regarde un match de foot, on me parle de 4-3-2-3-1, là. Moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai joué au foot dans la cour d'école et j'y comprends toujours rien, le 4-2-3-1. Donc voilà. Et pourtant, j'entends des débats partout sur le 4-2-3-1. Mais avouez que les règles du rugby sont quand même un peu plus complexes. Isabelle Iturburu, sur Canal, vous vous adressiez, c'est vrai, à des téléspectateurs chevronnés. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, des fans pour qui le rugby avait aucun secret. Sur TF1, là, c'est vrai que le public est beaucoup plus large. Comment vous vous adaptez, vous? Mais François a tout dit. Ce qui est dur, c'est pas de s'adapter au grand public, c'est de s'adapter aux 2 types de public. Ouais. Et on le voit, et on a l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui est déçu. Et à la fois, je pense qu'il faut vraiment synthétiser. Il a raison. Il y a des règles, même si ça paraît bizarre aux aficionados. Il faut pas s'étendre parce que si ça change pas le cours du match, ça va perturber et perdre des gens en route. Et le but, c'est un événement qui dépasse le rugby. Là, on a envie de faire tous la fête et de faire corps avec cette équipe de France. Je pense surtout au match de l'équipe de France. Donc il faut trouver dans le max, c'est plus simple que pour François qui vraiment a des actions à commenter en temps et en heure. Nous, on peut synthétiser et surtout moi j'essaye de raconter plutôt une histoire que d'aller chercher vraiment c'est beaucoup moins technique effectivement sur TF1 que sur Canal, ça c'est sûr. Est-ce que Axel May en radio c'est plus simple? Est-ce qu'on peut se permettre de s'adresser un peu plus aux fans de rugby peut-être? Si on commence à s'adresser trop aux fans de rugby, je pense qu'on peut les perdre, parce que parfois nous-mêmes on est perdu sur est-ce qu'il y a essai ou il n'y a pas essai, donc on essaie de faire des digressions, etc. Alors j'ai un collègue, Cédric Chasseur, qui fait le rugby. Alors lui il est à fond, les règles c'est sa passion, donc il connaît toutes les règles, même celles qui ont été oubliées, donc ça c'est un avantage, mais non, il faut quand même rester très très grand public. Et alors le public, justement, on est allé tester dans la rue les connaissances des téléspectateurs sur le rugby, et vous verrez qu'il y a encore du boulot pour vous. À tout de suite. Culture Média, la suite avec la question média du jour. Comment rendre le rugby accessible au plus grand nombre, Thomas Hill? Oui, nous sommes avec Axel May, journaliste, commentateur des matchs pour Europe 1, François Trio qui les commente sur TF1, Isabelle Iturburu est toujours avec nous également. Et ce qu'on disait avant la pub, c'est qu'au-delà des règles, il y a tout un vocabulaire qui est propre aussi au rugby. Et là aussi, il faut s'adapter. En avant, chistera, chandelle, la transformation dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que les téléspectateurs s'y retrouvent dans tous ces mots? Eh bien, notre journaliste Alexandre Omar est allé les tester dans la rue. Écoutez. Alors, qu'est-ce qu'une chistera? Je crois que c'est une passe en arrière, si je dis pas de bêtises. Pour moi, c'est une saucisse.
J'en ai aucune idée, mais je me demande est-ce que c'est pas quand on vient récupérer les jambes de l'adversaire, le porteur du ballon avec la main au niveau des chevilles, je crois. Peut-être une danse, je sais pas. Chistera, c'est une passe derrière le dos. Qu'est-ce qu'un maul? Un maul, c'est un fromage. C'est pas pendant la mêlée? C'est un rattrapage de balles. C'est une sorte de mêlée? Un maul, c'est à l'issue d'une touche quand il y a un groupement de joueurs et on avance tous groupés avec le ballon pour faire avancer le ballon. Qu'est-ce qu'un ruck? J'en ai aucune idée. Pour moi, c'est un grand caillou. C'est quand il faut ressortir le ballon, que les joueurs se sont effondrés, qu'il faut qu'ils ressortent le ballon. Qu'est-ce qu'un demi d'ouverture? C'est une position dans la mêlée. Celui qui engage la balle. C'est celui qui fait le jeu. C'est le numéro 9 ou 10, je sais plus. Qu'est-ce qu'une pénale touche? Une penalty touchée. C'est entre un penalty et une touche, j'imagine. Logiquement, c'est quand une touche est mal faite et du coup après il y a une pénalité, je sais pas. Pénal touche, c'est une pénalité qu'on envoie en touche et on récupère la touche. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Oh, il y en avait un qui était très fort à chaque fois, hein, qui avait toujours la réponse. Il y en a très bon. Mais il y a du boulot encore, hein, visiblement. Et c'est vrai que c'est compliqué pour vous parce que vous n'allez pas non plus expliquer à chaque fois ce que c'est qu'une chandelle, François Trio. Oui, puis surtout le match va vite. C'est-à-dire qu'avant il y avait un peu plus d'arrêt de jeu, mais maintenant ils font 46 minutes de temps de jeu effectif. Ouais. Et donc on peut pas trop s'éterniser. Voilà, je crois que c'est ça la difficulté. Après, c'est vrai que ce qu'on doit faire et ce que l'on surveille, par exemple, notamment les anglicismes, déjà de les expliquer. Et donc aussi, oui, de donner la solution à chaque fois qu'on donne un terme un peu trop technique et de ne pas s'enfermer dans cette technique, dans cette sémantique trop rugby, parce que sinon on peut effectivement exclure tout le monde et ça, pour le coup, on y fait attention. Ce qui est le plus compliqué peut-être à expliquer pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose au rugby, ce sont toutes les pénalités. C'est là où en général on a un petit peu de mal à comprendre, nous en tant que téléspectateurs ou auditeurs, Axel May. Oui, et encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, parfois même nous on a du mal à comprendre ce qui se passe. On sent que même les joueurs parfois ils sont un peu perdus. Alors, même les arbitres. Mais je me souviens, c'est quoi ce jeu? L'équipe de France, ils ont dans leur staff, c'est un anglicisme, mais dans leur équipe, dans leur encadrement, Jérôme Garcès, qui est un ancien entraîneur de renom, qui avait d'ailleurs fait la finale de la dernière Coupe du Monde. Ancien arbitre. J'ai dit quoi? Entraîneur. C'est un bon lapsus parce qu'il entraîne maintenant. Il a arbitré la finale de la dernière Coupe du Monde. Il est maintenant dans l'encadrement de l'équipe de France et je lui posais la question il n'y a pas si longtemps, je dis mais est-ce que c'est pas trop compliqué les règles du rugby? Est-ce que même parfois les joueurs ne se perdent pas? Et lui me répondait non, je comprends que pour le grand public ça soit parfois un peu déconcertant, mais c'est la beauté de ce sport, c'est des règles évolutives parce que ça évolue beaucoup. Parfois ça évolue entre le début de l'année et la fin de l'année et c'est pour moi qui suis, alors non pas entraîneur, mais arbitre, disait Jérôme Garcès, c'est vraiment un plaisir, une passion, tout en reconnaissant que ça pouvait être un peu frustrant pour les téléspectateurs. Cette évolution des règles, c'est pas les règles qui changent, c'est l'interprétation des règles, en tout cas l'accent qu'on met sur certains dits observables. En fait, voilà, il y a un article de la règle. Vous devez vous mettre à jour tout le temps. Et nous, on a fait, moi j'ai fait, je sais pas, 4 réunions avec les meilleurs arbitres du monde avant. On a fait ça aussi à TF1 avec le patron des arbitres de World Rugby. Donc c'est voilà, moi je suis né dans le rugby, j'ai joué au rugby, etc. J'y comprends toujours rien. Mais c'est ça qui est extraordinaire parce que ça nous maintient en éveil constant en fait. Et c'est juste pour préciser que ça évolue pas pour le plaisir d'être compliqué, c'est que c'est un sport, on le sait, de plus en plus dangereux. Et c'est pris en compte. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que les règles elles évoluent pour protéger de plus en plus, tant que c'est possible, l'intégrité physique des joueurs, pour donner du sens au jeu, pour que ce soit justement que ça joue de plus en plus et qu'il y ait moins de chocs, voilà, ils essayent d'adapter les règles pour tout ça. Donc c'est pour des bonnes raisons. Mais c'est vrai que chaque année c'est compliqué. Et ça va jamais dans le sens de la simplification. On pourrait pas simplifier tout ça. Là il y a une tendance sur cette Coupe du Monde. La tendance c'est de donner de la vitesse au jeu, de donner de l'espace aux joueurs pour, on va dire, étirer un peu les défenses et préserver la sécurité des joueurs. Ça c'est leur mot d'ordre. Donc derrière ça, vous déclinez un petit peu cet objectif sur les règles et vous comprenez pourquoi on va siffler des joueurs qui sont pas bien alignés en touche ou qui mettent trop de temps à arriver. Voilà, coup franc. Un coup franc, pourquoi? Parce que on n'est pas pénalisé lorsqu'on fait pas une faute contre l'adversaire, mais voilà, c'est juste une faute d'une équipe, donc c'est juste un coup franc. Là, le bras est cassé de l'arbitre. Bon, c'est des choses qu'on explique tout au long du match. Voilà, il faut comprendre ce sport comme un rapport de force permanent, comme un sport de combat. Et il faut pas. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Il faut pas s'inquiéter par rapport à la difficulté des règles. Voilà, en gros, l'arbitre a toujours raison, donc on dit oui, monsieur. Voilà.
et respecter l'esprit du jeu, et c'est ce que l'arbitre essaye de faire. Et l'esprit du jeu, c'est faire vivre le ballon et donner de la vie au ballon. Voilà, c'est ça son objectif. Mais encore faut-il comprendre ce que dit l'arbitre. Et là-dessus, vous avez une chance formidable par rapport au foot, c'est que là, en général, l'arbitre est équipé d'un micro. Donc on entend ce que dit l'arbitre, et ça, c'est une aide géniale pour les commentateurs, Axel May. Oui, et même le public, alors là, pour la Coupe du Monde, je sais pas, mais par exemple, pour le tournoi à destination, vous pouvez acheter une oreillette, genre ça doit être 10 €, et puis le public peut écouter tous les commentaires de l'arbitre. Alors souvent, comme c'est le tournoi à destination, c'est en anglais, mais donc ça fait progresser en plus une autre langue. Non. Et oui, ça fait partie, ça fait vivre, et ça permet à l'arbitre, au public de comprendre. Il y a pas longtemps, le match France-Australie, j'ai été un peu en retard dans les accréditations, donc du coup, j'ai dû suivre le match avec le public. Et commenter d'ailleurs avec le public, c'était une expérience. Alors j'étais au ras, j'étais sur au premier rang, donc vraiment tout au ras du terrain. Pelouse, donc, la visibilité est comme réduite quand ça se passe à l'autre bout du terrain, une mêlée. Ouais. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir le public qui globalement réagissait en connaisseur, et ils les avaient pas d'oreillettes là pour écouter ce que disait l'arbitre, et ils arrivaient à expliquer entre eux les bonnes décisions. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des soutiens importants aussi à l'écran, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont affichées, des infographies. Maintenant, on le voit que c'est plus étoffé que pour le foot. Et constamment le nom de la faute. Alors des fois on la comprend pas, mais au moins il y a la faute qui est sifflée, qui apparaît à l'écran. Voilà, au moins les experts, les aficionados, ils peuvent s'y retrouver. Et puis pour les autres, on a reçu un petit message d'un nouveau téléspectateur peut-être du rugby sur TF1, c'est David. Écoutez ce qu'il dit. Bonjour, David de Chili-Mazarin. Alors moi, je comprends pas grand-chose aux règles du rugby. La seule règle que j'ai pu capter en regardant le match de l'équipe de France, c'est qu'il fallait bien aplatir le ballon derrière la ligne blanche. Et juste ça, c'est un vrai plaisir à regarder. C'est beau. Voilà. Voir tous ces joueurs-là, rugueux, s'engager autant, se battre pour franchir cette ligne blanche avec le ballon, c'est tout juste pour moi exaltant. Voilà, c'est pour ça que j'aime regarder la Coupe du Monde de rugby. Donc, allez les Bleus, et très belle journée à vous tous. Voilà, il a résumé la situation. Parce que chaque personne, moi je suis la première à 16 ans, quand je tombe amoureuse de ce sport, je n'y comprends rien, mais je vois un match dantesque, demi-finale 99 face aux Blacks, et je vois ce qu'il vient de dire. C'est esthétique, il y a des émotions, donc il faut commencer par là, mais on peut vraiment s'emballer très fort pour un match, même si on ne comprend pas les règles. Puis ce qui est génial avec le rugby, c'est qu'on voit le pack progresser, on voit l'avancée vers la ligne blanche, et ça c'est vrai que c'est ce qui est très excitant de ce sport. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin. François Trio, on vous retrouve aux commentaires des matchs de TF1, Axel May aux commentaires des matchs d'Europe 1. Jeudi, c'est l'Uruguay. France-Uruguay. Et puis Isabelle Iturburus qui s'organise pour vous faire vivre également ces matchs après le MAC de la Coupe du Monde. Et puis on la retrouve bien sûr à 50 minutes inside également. Merci d'être venus ce matin à tous les trois. Et Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas. Et on a beaucoup de chance. On sera avec François Cluzet, Vincent Lacoste pour le film Un métier sérieux qui sort en salle dès demain. Et juste avant les infos de 10h, je vous rappelle que tous les soirs, Joe Hume vous raconte les histoires les plus dingues et parfois les moins connues des grands noms de la chanson. Ce soir, Joe vous raconte comment 2 femmes ont permis au groupe